Jean-Louis m'a demandé d'intervenir. Il m'a dit ça serait bien que tu fasses un point sur le design et l'impression 3D. Alors, c'est un vaste sujet. Faut savoir que l'impression 3D, aujourd'hui on en parle beaucoup, c'est quand même pas une technologie qui est une technologie nouvelle. Pour mémoire, la première imprimante 3D, c'est la NASA, 1984, on commence à imprimer des pièces pour envoyer des pièces dans l'espace. Donc c'est une technologie qui a plus de 30 ans et a priori, c'est pas une technologie émergente, en tout cas. Pour ceux qui travaillent en entreprise, c'est aussi des technologies qu'on utilise fréquemment en entreprise, notamment dans tout ce qui est conception, modèle, etc. Et donc quand on fait des maquettes ou quand on fait de la validation. Donc, comme j'étais obligé de choisir un point d'entrée, puisque je ne pouvais pas vous parler de toute l'impression 3D, je me suis posé la question de savoir, l'impression 3D, aujourd'hui, est-ce qu'on est capable d'en faire des objets et de vendre ces objets? C'est-à-dire non pas faire de la maquette ou du modèle, mais faire une véritable industrialisation de cette technologie. Alors déjà, quand on parle d'impression 3D, on parle de plein de choses différentes. Vous connaissez tous ces magnifiques petites machines du type MakerBot, Ultimaker, etc., qui nous permettent d'imprimer des objets en thermoplastique avec une technologie qu'on appelle le dépôt de fil. Pas cher, moins de $1000 si vous la montez vous-même. Qualité contestable. Mais l'impression 3D, c'est aussi plein de technologies qui sont moins connues peut-être du grand public, comme la sélection sélective par laser, qui permet de travailler, dans l'exemple qui est ici, du métal. C'est aussi des modes très alternatifs d'agglomération. Ici, c'est un travail d'un designer hollandais qui agglomère des petits cubes métalliques pour faire du mobilier. Donc c'est aussi des questions d'échelle qui sont des questions d'échelle complètement différentes. Encore plus gros, je peux faire de l'impression 3D de béton et fabriquer directement des maisons ou des morceaux de maisons qui sortent à plat et qu'on redresse ensuite, comme vous pouvez le voir dans l'image en bas. Et à ce moment-là, on remplace le parpaing par une imprimante 3D. C'est aussi des matériaux, pendant très longtemps, l'imprimante 3D, ça a été des matériaux thermoplastiques, avec des qualités un peu difficiles à maintenir dans le temps. Et aujourd'hui, on a beaucoup de technologies qui se développent, et on a des matériaux qui commencent à être des matériaux du designer, entre guillemets, c'est-à-dire des vrais matériaux industriels, du type du verre, de la porcelaine. Ici, c'est l'imprimante 3D pour du verre qui a été développée par le MIT et qui a été présentée l'année dernière. Et donc, cette forme n'est pas imprimée en polymère, mais elle est bien imprimée en verre. Et puis, ça touche tous les modèles, y compris l'alimentaire. Aujourd'hui, vous avez aussi des imprimantes 3D pour faire du chocolat. Vous avez plein de projets Kickstarter sur de l'impression 3D alimentaire, etc. Donc, c'est vraiment... finalement, l'impression 3D aujourd'hui, c'est toutes les échelles, presque toutes les matières, et beaucoup de technologies différentes, et surtout plein d'usages. Et le design. Parce que on s'est quand même posé la question, design, Web in Lorient, c'est la thématique du jour. Plutôt que de parler du design, je voudrais vous parler d'un sujet qui est un peu connexe, mais c'est de se dire finalement, si on prend ce que je vous disais, le point de vue, le choix que je vous propose de dire comment l'imprimante 3D peut nous aider à fabriquer des objets, finalement, une des questions qui se pose, c'est quels sont les futurs de la fabrication? On a tous beaucoup parlé de la fabrication non standard, la fabrication à la demande, etc. Et est-ce que l'impression 3D peut jouer un rôle avec le design dans cette problématique-là? Alors le constat qu'on a déjà eu par beaucoup d'entre nous depuis ce matin, c'est on est à un moment un peu charnière. On est témoin d'un certain nombre de révolutions technologiques. Alors le numérique au premier plan de tous, mais ne pas oublier aussi en ingénierie, par exemple, on voit arriver de nouveaux matériaux.
Il faut imaginer que beaucoup des formulations de polymères qu'on a aujourd'hui n'existaient pas il y a 10 ans, même dans des matériaux dits anciens. Hein, l'acier, par exemple, 50% des nuances d'acier qui sont utilisées aujourd'hui n'existaient pas il y a 20 ans. Donc on a aussi beaucoup de choses qui nous viennent du milieu de l'ingénierie. Et effectivement, un développement de nouveaux process de fabrication, la robotique, dont on a un tout petit peu parlé ce matin, mais qui joue aussi un rôle important dans l'impression 3D, parce qu'on utilise pas mal de robots comme support de tête pour faire ces impressions. On a aussi, et c'est ce que nous rappelait le directeur de l'école de design de Nantes, hein, une grosse mutation de la société avec une mutation des attentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit on va faire des objets, on va fabriquer des choses, mais il y a la question du partage de la connaissance, tout ce qu'on peut mettre en commun. On se pose des questions de savoir s'il faut qu'on achète ou qu'on loue nos objets. Est-ce que finalement, à l'image de Carrier aux États-Unis, à un moment, quand ils fabriquaient des climatiseurs et qui vendaient des climatiseurs, ont décidé de passer au tout service en disant finalement vous n'achetez plus le climatiseur, mais vous louez des climatiseurs pour acheter du froid. Et ils ont commencé à faire de la location. Vous avez vu qu'il y a un certain nombre de publicités en ce moment sur des sites où on peut louer son électroménager. Tout ça, ça pose des questions sur quels objets, comment on les fabrique, comment on les maintient, est-ce qu'ils ont besoin d'avoir les mêmes qualités ou pas. Évidemment, COP21, COP22 oblige, les questions, notre impact environnemental sont quand même assez prégnantes aujourd'hui. Et un élément que je rajoute, qu'on n'a pas eu le temps de débattre ce matin quand on parlait des écoles, mais c'est la question des nouvelles formes de travail. C'est-à-dire qu'on s'est posé la question de savoir si on adaptait nos étudiants à la question de l'entreprise. La vraie question, c'est est-ce que nos étudiants ont envie de cette entreprise? C'est-à-dire est-ce qu'ils n'ont pas envie de travailler aussi différemment? Est-ce qu'ils n'ont pas envie de nouvelles formes de travail? Quand vous écoutez les pitchs des start-upers juste avant, finalement, ils sont tous en train de créer leur mode de travail à eux, avec des collaborations parfois lointaines, des choses, et on se rapproche plus de l'indépendant ou du freelance que de l'entreprise telle qu'ont pu la connaître nos parents. Alors il y en a évidemment plein d'autres, hein, voilà. Et tout ça fait qu'on arrive aujourd'hui à un écosystème qui est un écosystème complexe, dans lequel on a une maturité de technologie, on a plein d'usages, et c'est ce qui a manqué pendant très longtemps à l'impression 3D, c'est-à-dire qu'on avait les technos, mais on n'avait pas d'usage. Et puis on a des cultures, qui sont des cultures, notamment de la culture du partage. Hein. Aujourd'hui, l'impression 3D a surfé pendant 4-5 ans sur des plateformes où vous pouviez télécharger un modèle qui était fait par quelqu'un d'autre, le customiser un tout petit peu, et le faire imprimer. Donc c'est toutes les plateformes type Shapeways, etc., etc. Et la question qui nous intéresse, c'est de savoir, quand on se met à la conjonction de tout ça et qu'on essaye de mettre l'utilisateur au centre, finalement, qu'est-ce qu'on dessine? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on lui propose à cet utilisateur avec de l'impression 3D? Si c'est pour imprimer une bague ou un bijou, hein, sur Shapeways, le bijou, c'est 70% des achats. Donc si c'est pour imprimer un bijou, ça a peu d'intérêt pour le designer que je suis. Spécial dédicace Jean-Louis Fréchin, No Design. Je vous présente ce projet qui était le projet Sculpteo App, qui a été un succès, hein, Jean-Louis. Je ne connais pas les chiffres, mais peut-être que tu pourras nous éclairer. Ce projet était un des premiers projets qui démocratisait l'impression 3D et qui surtout mettait l'utilisateur au centre du processus créatif. C'est-à-dire qu'à un moment, en utilisant une application, vous pouviez scanner une forme, un profil, qui vous permettait ensuite de générer automatiquement un modèle qui a été imprimé en 3D céramique par une société qui s'appelle Sculpteo, et il y avait une étape de finition, etc. Mais en fait, vous étiez le propre styliste, ou en tout cas le propre modeleur de cet objet. Pourquoi je vous parle de cet objet? Parce que cet objet, il nous pose la question de savoir comment on doit faire évoluer. D'ailleurs, ce n'est pas un objet, c'est un environnement, puisqu'il y a un service qui est associé. Il nous pose la question de savoir comment on doit faire évoluer le process de développement des objets. Dans un process classique, vous avez une phase de conception, une phase de fabrication, une phase de distribution, une phase de vie de l'objet.
Le designer intervient dans la conception. En général, il lâche sa conception à une entreprise qui va la fabriquer, qui va chercher soit distribuer par elle-même, soit des distributeurs, etc. Et puis la vie de l'objet, souvent, c'était la question du recyclage. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué parce que, finalement, et c'est ce que pose le SkullDeoApp, conception, je peux très bien avoir envie d'associer l'utilisateur final, celui qui arrive normalement en bout de chaîne, à la question de la conception. C'est-à-dire, comment je fais pour lui laisser la possibilité de faire certains choix. Alors évidemment, on connaît tous les configurateurs de voitures, c'est-à-dire que vous allez sur votre marque préférée, et maintenant, tous, vous avez des configurateurs, vous pouvez choisir des couleurs, etc. Oui, mais quand on sort de cette pseudo-personnalisation et que par exemple on se dit qu'est-ce qui pourrait arriver si on veut laisser intervenir l'utilisateur sur la forme de l'objet, qu'est-ce que ça change? Sur des questions de fabrication, on a beaucoup évolué. La fabrication, tout ce qui est Fab Lab, Movement Maker, etc., fait que je peux, moi en tant qu'individu, commencer à fabriquer mes propres objets que je télécharge en open source sur des sites donnés, ou je peux aussi collaborer à des projets de développement, etc. Je peux fabriquer des pièces détachées pour réparer ma machine à laver, je peux, etc., etc. Donc ça veut dire que cette étape de fabrication, elle est aussi une forme de distribution. La distribution, c'est aussi une vraie question. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je fabrique à la demande, par exemple, de manière locale, si j'ai une fabrication distribuée, ça veut dire que je vais sans doute changer les créneaux et les façons de distribuer, et qu'il va falloir que je m'adapte. Aujourd'hui, on a quand même les plus gros vendeurs du monde sont des vendeurs qui n'ont pas de magasin. Amazon, etc. Donc ça veut dire qu'il y a aussi cette notion, à un moment, de la question de la dématérialisation des points de vente. Et vie de l'objet, c'est des éléments qu'on voit apparaître aujourd'hui et qui sont une tendance qui disent les gens ils voudraient bien pouvoir être capables de réparer leurs objets, de les voir évoluer. Alors il y avait des projets, les précurseurs c'était les caméras RED par exemple aux États-Unis où vous pouviez faire évoluer votre hardware au fur et à mesure en rajoutant des choses. Vous avez des téléphones portables qui commencent à se développer sur ce principe-là, où vous pouvez séparer tous les blocs et upgrader un élément au fur et à mesure. Et donc ça veut dire que votre objet, on est passé d'une technologie où on était effectivement, je remplace ma machine à laver tous les 3 ans, à tous les 3 ans, je vais peut-être modifier un élément de ma machine à laver. Mais ça, vous vous rendez bien compte que ça a des conséquences importantes sur la façon de le concevoir, de le fabriquer, de le distribuer, de le faire vivre aussi finalement. Peut-être que cet objet, c'est plus simplement un objet, mais c'est aussi un écosystème. Alors c'est un sujet très vaste, et je n'aurai pas le temps, si je ne veux pas qu'on soit trop en retard non plus, de poser toutes les questions. Donc je voulais partager avec vous quelques questionnements autour de ça. Le premier, ça concerne la personnalisation. On revient un peu à la question de tout à l'heure, c'est comment j'associe, finalement personnaliser, ça veut dire que j'associe l'utilisateur final à certains choix. Alors moi j'ai été élevé à l'école Jean-Marie Massot, un des plus grands designers mobiliers de la dernière décennie, où parfois on se fritait, faut le dire, sur des choix de rayons de congé, sur la question de au millimètre près ou au demi-millimètre près, combien on allait mettre sur le chanfrein, le congé, etc. Quand on commence à se dire qu'au final on va dessiner un objet mais qu'on va laisser du choix à l'utilisateur ou au consommateur, déjà ça veut dire qu'on est en train de changer notre métier en tant que designer. C'est-à-dire qu'à un moment, en termes même de protection intellectuelle, on n'est plus en train de déposer un modèle, on est en train de déposer un système. C'est-à-dire que vous allez donner des règles de conception qui vont permettre une certaine latitude et qui font que l'utilisateur final va être capable de modifier cet objet. Dans quelles limites, pour que ça reste cohérent, pour que ça reste fonctionnel, etc. Donc tout ça pose un certain nombre de questions. On retrouve dans la personnalisation aussi le croisement du monde du logiciel et du monde de la matière. C'est cette notion de pouvoir personnaliser son espace de travail. On essaye tous de personnaliser nos logiciels. Et puis,
ce qui est intéressant avec l'imprimante 3D, c'est a priori d'aller plus loin que ce que je vous décrivais tout à l'heure sur Shapeways, c'est-à-dire si c'est pour acheter une imprimante et pour imprimer des objets qui ont été conçus et imaginés par d'autres, finalement, il y a sans doute des gens qui sont plus pertinents que moi pour le faire comme ça. Je vous propose une courte vidéo d'un projet qui a été fait à l'ENSI. Dans ce qui suit, à chaque fois, je vais essayer de mettre en parallèle un projet qui est fait par des étudiants et un projet qui vient du monde de l'entreprise. Donc ici, la question qui était posée, c'est un partenariat avec Microsoft, qui était de dire comment on peut amener les gens à être force de proposition. Alors l'objet ici n'est pas très impliquant puisqu'il s'agit d'un vase, mais de se dire comment on peut mettre en place une chaîne qui permet de fabriquer des formes à la demande et qui nous assure d'un résultat fonctionnel à la fin. Donc là, il y a l'utilisation d'un recours à un objet qui est un objet assez connu, qui était le tour de potier, qui est revisité avec une technologie Kinect, et qui va permettre à la personne de modeler et de modéliser des formes avec une interface. Le principal problème des imprimantes numériques, c'est pour ça que je vous présente ce projet, c'est qu'il faut leur donner à manger en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, imprimer un objet en 3D, ça veut dire que vous avez un modèle. Avoir un modèle, jusqu'à il n'y a pas longtemps, ça voulait dire maîtriser un modeleur 3D. Alors il y en a plein, il y en a des open source, etc. Mais ça veut dire quand même qu'à un moment, il y a quelqu'un qui fait c'est pas même pas simplement un dessin, c'est vraiment la question du modèle en 3D. Et ça, c'est une forme de technicité. Donc si on veut démocratiser aussi ce recours à l'impression 3D, il faut aussi trouver des méthodes pour abaisser le seuil de technicité de ces objets et pour permettre à la modélisation d'être plus intuitif, plus facile. Là, vous avez un choix de couleurs, etc. Je vous mets pas la fin, on n'aura pas fini. Autre projet qui, lui, vient du monde de l'entreprise. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais Daihatsu et Stratasys. Donc Stratasys, c'est le plus grand fabricant d'imprimantes 3D professionnelles au monde. Daihatsu et Stratasys ont annoncé il y a quelques semaines un partenariat qui fait que sur la prochaine voiture de Daihatsu, constructeur coréen, on pourra personnaliser une partie de la carrosserie. C'est-à-dire qu'une partie de la carrosserie, là vous avez des exemples de motifs qui sont proposés par l'entreprise, une partie de la carrosserie sera imprimée en 3D. Et donc vous aurez une intervention sur le facteur forme de la voiture. Pour être très honnête, quand on voit le résultat, pour l'instant, il y a du travail. Deuxième question que je voulais partager avec vous, c'était service ou produit. Service ou produit parce que finalement, quand on reprend Sculpteo App, à un moment, effectivement, il y a un produit qui matérialise cet objet, enfin qui matérialise mon expérience, mais s'il n'y a pas tout l'écosystème de l'app, de la programmation qui est derrière, etc., et du service d'impression et du service de finition, puisqu'il fallait émailler l'objet, etc., l'objet en lui-même, il ne peut pas exister. Donc ça veut dire que ces logiques d'impression 3D, en général, elles étendent à une offre de service qui va au-delà de simplement un objet manufacturé dans une boîte sur une étagère. Avec le développement de l'open source aussi, on peut se poser la question de savoir si finalement, justement, comme beaucoup d'objets vont devenir partageables et partagés sur Internet, l'open source hardware, est-ce que l'objet de certaines entreprises, ça sera encore de fabriquer des objets ou d'accompagner les gens à fabriquer ces objets ? Deuxième projet que je vous présente, issu d'un atelier de projet qui s'appelait Fab Lab à l'ENSI, qui était l'utilisation d'une technologie pour générer un objet sur mesure.
Donc ici, la question était de se dire comment on peut aider des gens à produire, à concevoir, fabriquer et installer des étagères directement sur le lieu où elles vont être utilisées. Donc on utilise une technologie Kinect qui permet avec une calibration, de finalement dessiner directement les étagères qu'on va vouloir directement échelle 1 à l'endroit où on va vouloir les mettre. Je vais avancer rapidement. Vous avez une phase de design génératif qui va vous proposer plusieurs possibilités. Et ensuite, on va imprimer les parties que vous voyez ici, les nœuds, sont imprimés en 3D. Les tubes sont des tubes aluminium qui sont standardisés, qui sont découpés en fonction des longueurs choisies. Là, vous avez un choix où vous pouvez soit décider de justement commander l'ensemble, soit vous pouvez choisir de le fabriquer vous-même, et à ce moment-là, ça génère automatiquement vos plans. Donc je vous montre le résultat. Ce qui est intéressant, c'est que là, par exemple, on utilise justement ces technologies pour sortir de la question de la représentation, puisqu'on met les gens en situation d'utiliser directement les murs qu'ils ont. Ils dessinent finalement directement à l'espace, sans problème de représentation qui peuvent être liées à des pratiques qui sont celles de l'architecture ou du design. Autre élément qui n'a rien à voir, c'est un projet c'est un de mes chouchous. On a comme ça souvent des projets coup de cœur. Ça, c'est un projet qu'on a fait dans le cadre de la COP21 l'année dernière, avec une association qui s'appelle l'Atelier Paysan. L'Atelier Paysan, en gros, ils veulent valoriser l'agriculture maraîchère, notamment l'agriculture bio. Et l'agriculture maraîchère, elle est confrontée à une problématique, c'est qu'en général, les exploitations, les gens qui font du légume, c'est entre 1 et 2 hectares. Et donc, c'est trop petit pour la mécanisation. Et 2 hectares, ça commence à être très grand pour être cultivé personnellement. Donc, souvent, ils ont des problèmes de santé liés à une pratique. Voilà. Et donc, ils sont venus nous voir, ils nous ont dit, nous, ce qu'on aimerait, c'est développer des machines à propulsion bicyclette qu'on fabriquerait nous-mêmes, donc c'est de l'autoproduction, qui utiliserait à la fois des procédés industriels et en même temps de l'imprimante 3D. Et donc, on a développé un objet qui est ce bici-tractor, qu'on appelle aussi AgroZouk, qui est un vélo-culteur qui s'autoproduit et qui s'auto-certifie. Pourquoi je vous parle de ce projet? Parce que le principe même de cette association, c'est de diffuser tous les plans sur Internet. Diffuser tous les plans sur Internet, donc tous les plans sont libres, c'est de l'open source. Et le modèle qui est choisi, quand je vous parlais d'accompagnement, c'est justement d'organiser des stages de formation et d'autoconstruction avec un modèle qui permet aux gens de s'approprier ce qu'ils sont en train de construire. L'objectif est double. Quand vous êtes en autoconstruction, vous sortez de l'obligation de faire passer cet objet aux mines. Donc vous n'avez plus de problème vous pouvez faire de l'auto-certification parce que vous le construisez vous-même pour votre propre usage, ce qui évite des frais importants. Et l'objectif est aussi de faire de la formation et de se dire si les gens ont appris à le construire, les gens ont sans doute aussi appris à le réparer. Donc l'idée est ici de développer tout un écosystème autour de ce transfert de connaissances qui permet de fabriquer des tracteurs pour un tout petit peu moins de 1 000 €, alors que le moindre tracteur d'occasion, c'est 10 000 €, quoi. Donc il y a déjà 50 commandes en un an, 50 demandes de formation, pardon, puisque ce ne sont pas des commandes, ce sont des demandes de formation et d'organisation de stages. Troisième question, réduire notre impact environnemental. C'est une grande question, mais je pense qu'on est beaucoup à avoir plein d'idées, mais c'est parfois difficile. Notamment quand il s'agit des objets. Quand il s'agit des objets, c'est compliqué de savoir que quand vous achetez un jean Levi's, le fil de coton qui constitue votre jean, il a fait 2 fois le tour de la Terre, il a parcouru 80 000 km avant d'arriver sur le rayonnage, parce que le coton est fait à un endroit, enfin est cultivé à un endroit, ensuite il va être tissé autre part, teinté dans une 3e espace, etc. J'accélère.
La question qu'on peut se poser, c'est justement comment ces machines-là, l'impression 3D, peut nous aider à faire autrement. Donc ça, c'est un projet de diplôme de l'ANSSI autour de l'utilisation de l'impression 3D pour faire des matériaux mousse. Alors, pourquoi cette question-là? Parce que quand vous rentrez dans le domaine de la semelle de chaussure, par exemple, vous avez, en fonction des différentes zones du pied, des besoins en termes de flexion, en termes d'amorti, etc., de dynamisme, qui sont complètement différents. Et la méthode qui est utilisée aujourd'hui, c'est de fabriquer des mousses, de couper à l'emporte-pièce et de refaire des sandwichs qui sont extrêmement complexes et qui sont surtout pas recyclables. En fait, on les broie et on s'en sert pour faire des soubassements d'hôtes. Et en fait, ce qu'on a réussi à faire avec du design génératif et une imprimante 3D, c'est une MakerBot, hein, c'est à imprimer une semelle en une fois qui va vous permettre, en fonction de vos besoins physiologiques, d'avoir la totalité des zones, de retrouver la totalité des zones d'amorti, de flexion, de dynamisme, et qui peut même compenser certaines des difficultés que vous pouvez avoir avec la supination ou la pronation, qui n'utilise qu'un seul matériau thermoplastique, et donc qui est broyable et qui est réutilisable tel quel. Autre élément, lui, très industriel, je ne sais pas si vous connaissez cette pièce, mais cette pièce est une pièce en titane qui est fabriquée par avec une imprimante 3D par une société américaine qui s'appelle Divergent, qui vient de signer un partenariat avec une société française, parce que ces pièces leur permettent d'imaginer un nouveau type de châssis. En fait, ces pièces, elles permettent d'être liées par des tubes en carbone, et on fabrique les châssis de voitures les plus légers au monde, où on change de la logique tout acier qu'on peut avoir actuellement, ou en tout cas tout métal, et on a des économies d'échelle assez importantes sur la consommation de carburant. Pour info, l'entreprise, c'est un partenariat avec le groupe PSA Peugeot Citroën. Ce qui est intéressant aussi, dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est la question du processus et du processus créatif. Par exemple, ça c'est un projet qui a été fait par un autre étudiant de l'ANSSI qui s'appelait Low Resolution, qui est de se dire l'imprimante 3D, ça permet aussi de trouver de nouveaux moyens d'exprimer de nouvelles esthétiques et d'aller vers des choses. Là, en partant de dessins très simples et en utilisant des modèles de scan 3D, en fait, on arrive à faire réinterpréter certains motifs par le scan en utilisant justement un scan très basse résolution. Et en fait, on arrive à générer, ça c'est l'original du dessin et le motif réalisé, on arrive à générer des motifs assez intéressants. Tout ça est permis par une impression 3D couleur et le développement de ces technologies. Dans le même style, vous avez ce projet qui est fait par un studio néerlandais qui permet de matérialiser le son. En fait, c'est une impression 3D en céramique et la question, le plateau est monté sur un gros haut-parleur, et la vibration de la musique crée une vibration qui va commencer à créer des motifs. Donc en fait, en fonction de la chanson que vous allez passer, vous allez générer des motifs qui peuvent être des motifs assez différents. Et donc c'est aussi un terrain d'expérimentation et de travail pour de la représentation. Et enfin, dernier point, ces technologies-là, elles reposent la question de savoir quels sont nos métiers, en fait, aujourd'hui. On en parlait à la pause ce midi, on se disait, les technologies du numérique, elles touchent tout le monde, ça c'était ce matin, elles touchent tous les métiers, et y compris aujourd'hui des métiers qui sont des métiers de main-d'œuvre, par exemple. Si on imagine la maison en béton, je remplace l'ouvrier maçon par une imprimante 3D qui va imprimer du béton. Que devient l'ouvrier maçon? Tout ça pour vous dire que ces outils, sans doute, ils doivent nous amener à repenser les formes de travail, à imaginer de nouveaux métiers, à imaginer de nouvelles façons d'apprendre ces métiers, et que l'imprimante 3D, c'est certes une révolution, c'est aussi une révolution pour la forme du travail qu'on veut pratiquer. Je
passe là-dessus. Et je vais juste finir sur ce projet qui se développe à Amsterdam, qui est le premier pont. Alors ça, c'est un proof of concept qu'ils ont fait, qui est le premier pont qui va s'auto-construire, où l'intervention humaine sera nulle. C'est un système où, en gros, vous avez 2 bras robotisés qui utilisent une technologie qui vient de la soudure pour imprimer en 3D point par point des éléments de la structure qui va devenir autoportante et les robots se déplacent dessus et donc vont construire cette architecture qu'on voit ici et qui va permettre de construire un pont sans ouvriers. Pour conclure, l'impression 3D, on en est au balbutiement dans le domaine de la production. C'est-à-dire qu'on l'a utilisé en interne de l'entreprise dans des périodes de validation et dans des étapes de validation produits classiques. Et aujourd'hui, c'est un marché qui s'ouvre à la création et au grand public. Mais ça va nécessiter que nous, entreprises et ou designers, nous mettions en place des outils, à la fois de compréhension de ce qu'on est en train de produire, d'accompagnement, de simplification, et aussi qu'on repense sans doute des modes de distribution et de valorisation de ces projets. Merci beaucoup. On peut applaudir Simon Deslin. On va reprendre juste une question parce que Simon, ton taxi pour la gare est arrivé. Est-ce qu'il y a une question? Je vous mets juste une petite vidéo au passage, c'est un souvenir de Futur en scène où on avait, je vous mets pas le son, on avait inventé l'imprimante la plus low-tech de Futur en scène, mais on avait obtenu le prix du public. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Vous êtes Baba? Rien du tout? Pas de questions. Merci beaucoup Simon, Merci. on peut l'applaudir, merci bien, bon retour. Merci.